Le sujet suivant, et c'est l'avant-dernier de notre émission ce soir, mes chers amis, nous conduit vers une question qui m'a été inspirée par la revue de presse du jour. Le grand pas du Mali vers l'industrie militaire. Une école pour l'Afrique face aux menaces des impérialismes occidentaux et moyen-orientaux. Le président Assimi Goïta a annoncé sa détermination à construire une industrie de l'armement dans notre terre bénie africaine du Mali. Saluons le président Assimi Goïta pour cette décision légitime. En tant que président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, le président Goïta, en plus, affirme là un élément essentiel de la philosophie qui le lie à ses frères du Burkina Faso et du Mali, les leaders Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani. Car cette industrie militaire, qui est donc désormais embryonnaire au Mali, c'est l'industrie militaire de l'armée de la Confédération des États du Sahel, future Fédération des États du Sahel. C'est en fait une industrie militaire fédérale. Alors, posons-nous la question de savoir, qu'est-ce que c'est que l'industrie militaire? Parce que parfois, les mots peuvent échapper à certains d'entre nous. L'industrie militaire, c'est toute unité de production d'outils de sécurité qui prend la matière première, la transforme en produit fini, puis l'assemble pour que cela aboutisse à une arme ou à une munition fonctionnelle. Il y a un cycle de l'industrie militaire qui doit nous intéresser. Et c'est là que nous nous rendons compte que nous avons perdu beaucoup de temps en Afrique. Nous n'aurions pas dû perdre autant de temps. La plupart des armes qu'il y a dans le monde, toutes les armes qu'il y a dans le monde, elles sont faites avec des matières premières qui sont tirées de la terre. Les armes sont faites, par exemple, avec du fer, elles sont faites avec du cuivre, elles sont faites avec de l'aluminium, les armes sont faites avec de l'acier, les armes sont faites avec du plomb. Bref, en fait, les armes sont faites avec de l'uranium, les armes sont faites avec du manganèse, de l'étain, du cuivre, même de l'or, entre dans la composition de certaines armes. Les armes sont faites avec du caoutchouc, du plastique. Mais toutes ces matières, le problème que nous avons en Afrique, c'est que toutes les matières avec lesquelles on produit les armes modernes sont hautement représentées dans notre sol. Toutes les matières avec lesquelles on produit des armes modernes sont hautement représentées dans notre sol. Donc, l'Afrique n'a pas du tout un problème de matières premières militaires. Nous avons plutôt abondance de matières premières militaires. Nous sommes la terre de l'uranium, nous sommes la terre du fer, de l'aluminium, la terre du manganèse, la terre du coltan, la terre du lithium, la terre de l'or, la terre du diamant. Nous sommes vraiment la terre de tous les produits bruts qui rentrent dans la composition, mais d'un pistolet, d'un fusil mitrailleur, d'un char. Tout cela est là, sous nos pieds et autour de nous. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour que nous produisions nos propres armes, c'est-à-dire réduisions précisément l'un des postes de dépenses vers l'étranger, à savoir l'achat d'armes vers des puissances étrangères. Ce qu'il faut, ce sont des techniciens et des ingénieurs militaires. Donc, ça pose le problème de la formation. Y a-t-il des Africains formés comme techniciens et comme ingénieurs militaires? Il y en a. Il y en a, mais sûrement pas assez. Il y en a, mais sûrement pas assez. Donc, la deuxième étape, c'est qu'il nous faut des gens qui sont formés. Formés pour prendre la matière brute. Eh bien, dans la terre, la transformer en pièces d'armement calibrées et ensuite rendre possible son assemblage dans des usines. Il nous faut des gens qui ont cette formation-là. Depuis l'extraction, la récupération de la matière brute, sa transformation pour préparer les pièces et son assemblage. Quand j'écoute l'intervention du président Assimi Goïta, dans l'urgence caractérisée de la situation sécuritaire du Mali, il a dit qu'il va créer une usine d'assemblage.
Cela veut dire que dans l'urgence, on va commencer par acheter les pièces détachées d'armes auprès de partenaires étrangers et que sur place au Mali, on va les associer, les assortir pour les monter. Pareil pour les véhicules militaires, les pièces détachées vont être achetées à l'étranger, puis elles vont être montées sur place. Mais ça, c'est la première phase du projet. La véritable phase du projet, c'est quand nous sommes capables de prendre les ressources naturelles dans la terre, que nous avons des usines dans lesquelles nous fabriquons les pièces. Ensuite, nous avons des usines dans lesquelles nous montons les pièces pour avoir, eh bien, des fusils, des revolvers, des canons, des chars de guerre, des véhicules de transport de troupes, des hélicoptères militaires, des avions, etc. par la suite. Donc, en fait, vous vous rendez compte, c'est tout un secteur de la vie, c'est tout un secteur de notre vie que nous devons nous approprier, la production des armes avec lesquelles nous défendons nos territoires. Rien que ce secteur, vous imaginez le nombre d'emplois que ce secteur-là pourrait prendre au Sahel? Donc, à court terme, quels sont les défis que cette politique fondamentale du président Goïta ouvre? Le défi de la formation. Ensuite, le défi de la transformation. Et enfin, le défi de la production. On doit former suffisamment de techniciens, de l'extraction jusqu'à la transformation. Et on doit pouvoir produire à une cadence qui permette de satisfaire les besoins et de réduire la dépendance à l'extérieur. C'est-à-dire que quand j'ai écouté le discours du président Goïta, j'ai lu les coupures de presse, c'est un chantier tellement stimulant, intellectuellement stimulant. Ça fait tellement plaisir de savoir que les Africains se jettent dans les vraies questions. Que les Africains se creusent les méninges maintenant pour réaliser les vrais objectifs. C'est tellement, c'est un bonheur indicible. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment vous avez vécu vos années africaines. Moi, j'ai bientôt 52 ans plein. Mais j'ai vécu dans une Afrique où, quand nous disions que c'était possible, il y avait plus de gens à croire que ce n'est pas possible que de gens à penser que c'était possible. Moi, quand je discutais à la fac avec mes camarades, au Cameroun, ou même en Côte d'Ivoire, ou même en France, la plupart de mes camarades, surtout africains, ne croyaient pas qu'il était possible que nous fabriquions nos armes nous-mêmes. La plupart ne croyaient pas qu'il était possible que nous fabriquions notre monnaie nous-mêmes en Afrique. Ils pensaient que ce sont des pratiques technologiques qui ne viendraient que le plus tard possible, en fait, dans notre parcours d'évolution sociale collective. Ils avaient grandi, nous avons grandi en Afrique, entretenus dans la mentalité que nous devrions évoluer lentement sous l'aile du maître colon, du maître néocolon et de ses représentants, les dictateurs locaux. Que rien ne doit nous amener à hâter le pas. Que les tout petits progrès qu'on peut faire, c'est déjà beaucoup. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Je parle surtout à ceux de ma génération. Moi, je n'ai jamais été comme ça. Je n'ai jamais cru qu'il faut faire des petits progrès. J'ai toujours pensé que l'on doit résolument progresser, travailler à améliorer tout ce qu'on doit faire dans la vie. Il n'y a pas un moment où on doit s'arrêter. Il n'y a pas un moment où on s'arrête et on dit c'est bon, je n'ai plus rien à faire, tout va bien. C'est faux. Ça, c'est la mort au sens spirituel qui s'empare de vous. L'homme a vocation à progresser. La vie, c'est une progression. Elle t'amène de l'infini dont tu viens vers l'infini où tu vas. Mais il te faut marcher. Il te faut sans cesse muter, te transformer, t'efforcer de t'améliorer. J'ai discuté pendant de longues années avec plusieurs amis qui n'y croyaient pas, qui avaient la colonne vertébrale cassée, brisée, et qui disaient que on ne produirait jamais nous-mêmes nos armes, nos hélicos, que quand même, mais les Occidentaux ne nous laisseront jamais faire ça. Hein? Les pauvres dirigeants, s'ils font ça, on va les tuer. Il ne faut jamais faire ça. Non, il faut choisir plutôt une philosophie de la progression prudente, lente. On verra peut-être la génération qui viendra en 2150, peut-être qu'ils pourront fabriquer un pistolet. Voilà comment beaucoup de mes amis parlaient, mes camarades.
Et ça m'a toujours rendu malade. Tomber sur quelqu'un, justement, qui est enceinte d'une grossesse dont il n'a jamais accouché. Quelqu'un qui te dit, j'ai l'intention de vivre toute ma vie en reniant mes capacités, en reniant mes qualités, en me prenant pour un sous-homme, en acceptant la petite place qu'on m'a donnée dans l'échelle de l'humanité. On dit, toi, tu es un petit planton là, c'est tout, ça me va. Même si tu es planton, tu peux être le meilleur des plantons. Si tu es chauffeur, tu peux être le meilleur des chauffeurs, mais il faut quand même jamais se contenter de la routine du quotidien, sinon tu es mort. Donc, le président Goïta vient d'ouvrir un chantier de civilisation pour le Mali. Un chantier pour l'Afrique. Fabriquer ses propres armes. Mais c'est l'équivalent sur le plan militaire de ce que nous faisons sur le plan conceptuel. Je suis devant vous là, j'essaie de vous exprimer ma propre pensée, ce que je pense de la marche de notre monde, n'est-ce pas? Je crée mes concepts ici devant vous. J'ai essayé de forger la notion d'impérial terrorisme qui est au cœur du livre que je publie bientôt au Mali. Donc, je concrétise mes idées sous des formes qui me permettent de les mettre à votre disposition pour que vous aussi vous transformiez votre vision de la réalité. Mais l'industrie de l'armement, c'est la matérialisation du concept de sécurité tel que nous pouvons le concevoir, le penser. C'est sa mise en œuvre sur la terre, Seigneur. Et le président Goïta met littéralement la main à la pâte au peuple malien en disant, ici, nous allons fabriquer nos armes. Vous pensez que le royaume du Mali au Moyen-Âge, il ne fabriquait pas ses armes? Il faut savoir quand même qu'il y a une très ancienne tradition de fabrication d'armes. Même les fusils traditionnels, les Africains les fabriquaient déjà. Avant même l'arrivée des armes modernes occidentales au 19e, 20e siècle en Afrique, l'Africain fabriquait le fusil. Les gens ne savent pas que les Africains fabriquaient le fusil. Moi, j'ai connu, dans plusieurs contrées africaines que j'ai visitées, des forgerons qui savaient fabriquer les fusils. Oui, et qui maîtrisaient les explosifs. Il y a eu un grand débat provoqué par les affirmations de Maître Gims, mais les négros égyptiens maîtrisaient l'électricité et ils l'utilisaient. Ils savaient exploiter l'arc électrique. Ils savaient exploiter l'arc électrique, les négros africains. Il y a très longtemps que l'électricité est connue. Ses propriétés analysées et réfléchies. Au Congo, Kinshasa, il y a des régions dans lesquelles on trouve des pierres qui sont électriques. Vous n'avez pas vu plusieurs reportages sur les pierres électriques du Congo-Kinshasa? En République démocratique du Congo, il y a des régions dans lesquelles on trouve la pierre électrique. La pierre qui est une pile. Vous la prenez, vous y branchez un dispositif électrique, ça vous balance de l'énergie pour éclairer une ampoule. L'Afrique a de l'électricité stockée. Elle a de l'électricité stockée dans la matière brute, l'Afrique. Donc, moi, je suis fasciné par ce courage de ce président, Assimi Goïta. Il est pleinement arrivé au pouvoir à partir, mettons, de 2021, et de 2021 à 2025, voici ce qu'il est en train de faire au Mali. Donc, je pense que pour accélérer ce projet au Mali, les autorités maliennes auraient intérêt à faire une enquête mondialisée sur les compétences d'Africains engagés pour l'Afrique dans ce domaine. Et essayer, dans la première phase, de mobiliser le plus grand nombre d'Africains compétents et volontaires pour permettre l'accélération de la phase de formation des ouvriers de l'industrie militaire, la phase de transformation de l'industrie militaire et améliorer la production. Il ne faut pas que la période où on importe les pièces détachées militaires dure encore trop longtemps. Mais ça peut être rattrapé par une augmentation, une amélioration de la formation. Je ne doute pas un seul instant que le grand dirigeant du Mali ait été amené à apprécier toute la complexité du projet qu'il veut mettre en place. Formation, transformation, production. Il faut des équipes de formateurs. Il faut des équipes de transformateurs des matières naturelles et des usines qui vont avec.
il faut des équipes de producteurs, c'est-à-dire pour fournir les différents secteurs des armées. Et tout ça, je pense qu'en 5 ans, entre 5 et 10 ans, le Mali peut vraiment réussir le pari de garder 50% au moins de ses dépenses militaires dans ses propres mains, c'est-à-dire de les financer par sa propre production d'armes. Alors, pour finir sur ce sujet, vous savez que les grandes puissances occidentales regardent tout cela d'un mauvais œil. Elles n'ont jamais voulu que nous, Africains, soyons à nouveau les maîtres de toute l'industrie de l'armement. Elles voient d'un mauvais œil le fait que nous fassions construire bientôt en Afrique noire des centrales nucléaires. J'espère que vous savez que ce sont les grandes puissances occidentales qui ont empêché les gouvernements africains de construire des centrales nucléaires avec toutes sortes de motifs fallacieux. La grande peur de l'Occident impérialiste et néocolonialiste, c'est bien sûr que l'Afrique accède à la possession de l'arme nucléaire. La possession de l'arme nucléaire est en elle seule un droit de veto. Dès que tu as l'arme nucléaire en main, il n'y a plus quelqu'un qui se lève pour prendre des décisions sur ton dos aux Nations Unies avec l'intention de t'attaquer. Parce qu'il sait qu'en voulant t'attaquer, il peut déclencher une déflagration mondiale. Mais au nom de quoi l'Europe aurait-elle droit à cette arme? L'Amérique aurait-elle droit à cette arme? L'Asie aurait-elle droit à cette arme? Et pas l'Afrique. Au nom de quoi? Alors que l'Afrique est la première civilisation humaine. Je recommence la question. Au nom de quoi l'Afrique serait non seulement le continent sous-nucléarisé, mais, ok, puisqu'il y a d'autres moyens pour produire de l'énergie. Très bien. Mais pourquoi l'Afrique serait le seul continent que l'on peut menacer de coups et blessures et qui ne peut pas avoir, elle aussi, son gros marteau caché quelque part en disant « N'exagérez quand même pas. N'exagérez pas. » Pourquoi? Alors moi, en tant que philosophe, en tant qu'intellectuel africain, je vous dis c'est inexorable. L'Afrique va aller vers tous les seuils de sécurité légitimes. Il est hors de question que l'Europe ait ses garanties de sécurité et que l'Afrique ne les ait pas. C'est une aberration. Autant vous dire que ça ne marchera pas comme ça. On va marcher vers les garanties de sécurité et de respectabilité internationale. Là encore, il faut refuser ici toute forme de chantage. Les Africains ne sont pas en train de se consolider, de se renforcer contre quelqu'un. C'est pour eux-mêmes. C'est pour qu'on les respecte. Et parce que le monde étant un rapport de force entre les puissances, mais nous n'avons pas l'intention de compter sur la pitié des autres tout le temps de nos vies. Les Africains n'ont pas l'intention de compter sur la pitié des autres pour qu'on les laisse tranquilles. Les Africains ont l'intention de se donner tous les moyens de la défense et de la sécurité. Voilà. Alors, avant, on disait, ah, ça, il ne faut pas dire ça. Ah, si tu dis ça, ils vont savoir. Non. Faisons comme Trump. Trump a dit, make America great again. Ça veut dire quoi? Il va renforcer la défense des États-Unis, la sécurité des États-Unis. Nous disons Trump, c'est exactement ce que nous faisons en Afrique. We do exactly the same thing. Hein? On fait la même chose. Kim Jong-un, il renforce la sécurité de la Corée du Nord. Poutine renforce la sécurité de la Fédération de Russie. Les Africains doivent renforcer la sécurité de l'Afrique. Écrivez ça. Et arrêtez de raser les murs avec cet argument. Oh, il ne faut pas leur dire. Si on leur dit, ils vont empêcher. Non, ils ne pourront pas. Justement parce que nous serons nombreux à vouloir que ça soit, ils ne pourront pas nous empêcher de progresser. Mais regardez une nation qui ne fait même pas le quart de l'Afrique, l'Iran. Vous avez vu comment les Iraniens ont avancé? Est-ce que les Iraniens ont reculé? Quelles sont les menaces qui n'ont pas pesé sur l'Iran? On est même allé jusqu'à attaquer leurs installations. Plusieurs fois, on les a menacés de coups et blessures, on leur a mis des coups. On leur a éliminé des officiers, des dirigeants. Ils ont avancé. Aujourd'hui, le monde entier est obligé de tenir compte du fait que l'Iran est une puissance. Quand l'Iran, les yeux fermés comme un aveugle, te menace, tu sais que son pied est posé sur un caillou. Hein? Oui! Et ça va mieux. Et ça va mieux. Vous avez vu l'échange de bons procédés entre l'Iran et Israël. C'était très intéressant. Israël tape, l'Iran rend. Et puis, le monde est plus équilibré. Le monde est plus équilibré. Maintenant, avant de taper sur l'Iran, ils réfléchissent. Les Iraniens, avant de taper sur Israël, ils réfléchissent aussi. Tout le monde réfléchit avant de taper l'autre.
Hein? Parfois même, c'est comme s'il passait un contrat. Je te tape un peu. Hein. Je te préviens, je vais te taper un peu. Tu peux me taper un peu aussi? Vas-y, tape. L'autre tape un peu. Dis, voilà, c'est bon. Chacun a tapé un peu, c'est bon. Pourquoi ce sont les Africains qui seront toujours là en train d'attendre que le président Poutine veuille bien les protéger ou que le Cuba de Fidel Castro veuille bien les aider ou que, je ne sais pas, à un moment donné, à l'époque de Mao Tse-tung, il y avait un certain internationalisme chinois vers l'Afrique. On va passer notre temps dans ça? Ah non, pas question. Il faut accélérer les politiques de défense et de sécurité, et il faut accélérer l'industrie de l'armement. Notre respectabilité en dépend. Et c'est ce que je voulais dire et saluer le général d'armée Assimi Goïta pour ce pas qu'il pose et appeler tous les pays africains, tous les leaders politiques qui aiment authentiquement le peuple africain à imiter le président Goïta. Partout, nous devons avoir un programme d'industrie d'armement pour réduire justement l'achat d'armes à l'étranger, alors même que nous sommes les principaux pourvoyeurs des matières premières avec lesquelles sont fabriquées les pièces détachées des armes, et donc finalement les armes elles-mêmes. Urgence de la formation à l'industrie militaire, urgence de la transformation sur place de nos matières brutes en pièces détachées d'armes, urgence de la fabrication en autonomie et bien de notre matériel militaire. Et il ne faut attendre personne. Il ne faut attendre l'autorisation de personne. Il faut progresser. Comme tous les peuples qui sont sortis de la nuit géopolitique et géostratégique. Ils n'ont pas attendu la permission de quelqu'un. Ils ont continué à travailler. Ils n'ont pas dormi au premier banc. Ainsi soit-il. Vive le Mali, vive l'Afrique. Enfin, le dernier sujet que je voudrais aborder. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.